Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une idée un peu folle tirée de la formule du savoir de Léo-Fan Wang. Une idée assez radicale, oui. L'idée, ce serait qu'il existe une approche de la connaissance qui ne serait pas du tout basée sur la logique du vrai ou du faux qu'on connaît, Mhm. mais sur une seule et unique équation mathématique. Une philosophie entière qu'on appelle le bayésianisme. C'est ça. Et la question qui va nous guider, elle est assez simple au fond. Comment une formule de probabilité, un truc de matheux, peut-elle être présentée comme une équation de la connaissance? Comment elle peut transformer notre façon de raisonner sur tout, en fait. Exactement. Que ce soit un diagnostic médical ou un verdict de procès. Pour sentir à quel point notre cerveau n'est pas fait pour ça, on va commencer par un petit défi. Le casse-tête de l'étudiant troll. Lui-même. C'est simple, hein? Un homme a 2 enfants. On sait qu'au moins l'un des deux est un garçon. Question. Quelle est la probabilité que l'autre enfant soit aussi un garçon? Spontanément, on se dit une chance sur deux, non? Bah oui, forcément. Un garçon est déjà là, donc pour le deuxième, c'est soit fille, soit garçon. 50-50. Et c'est précisément là que le piège se referme. Alors, quelle est la bonne réponse? La probabilité est en fait de 1/3. Un tiers? D'accord. Là, il faut expliquer. Alors, en fait, c'est assez simple si on prend juste un moment pour poser les choses à plat. Avant de savoir quoi que ce soit sur les enfants, il y a 4 possibilités. D'accord? Et elles sont tout aussi probables. On a garçon-garçon, garçon-fille, Fif-garçon, fille-fille. les 4 combinaisons possibles. Exactement. Maintenant, on ajoute l'information qu'on nous a donnée. Au moins un est un garçon. OK. Cette information, qu'est-ce qu'elle fait? Elle élimine une des 4 possibilités. Le cas fille-fille. Logique. Voilà. Il ne nous en reste donc que 3. Garçon-garçon, garçon-fille et fille-garçon. D'accord, je suis. Et sur ces 3 scénarios restants, combien correspondent à l'autre enfant est aussi un garçon? Un seul, le cas garçon-garçon. Et voilà, on a donc bien une chance sur 3. C'est fou comme c'est simple une fois qu'on le déroule, mais mon cerveau criait une chance sur 2. Le nôtre à tous. C'est un exemple assez simple, mais il y a un cas beaucoup plus célèbre qui a retourné le cerveau de milliers de gens, y compris des génies. Je parle bien sûr du problème de Monty Hall. Ah, le classique des classiques, le cauchemar de l'intuition. Pour ceux qui ne connaissent pas, imaginez on est sur un plateau de jeu télé, 3 portes fermées. Une voiture, 2 chèvres. C'est ça. Derrière une porte, il y a une voiture, derrière les 2 autres, des chèvres. On doit choisir une porte, disons la porte numéro 1. On ne l'ouvre pas encore. Mhm. Et là, le présentateur, qui lui sait où est la voiture, ouvre une autre porte, la numéro 3 par exemple, et paf, il révèle une chèvre. D'accord. Il se tourne vers nous et il fait une offre. Voulez-vous garder votre choix, la porte 1, ou préférez-vous changer pour la porte 2? La grande question, faut-il changer? Et là encore, l'intuition est unanime. Il a ouvert une porte avec une chèvre. Il reste 2 portes, la mienne et l'autre. Donc, 50-50, changer ou pas, ça ne change rien. exactement, on pourrait tirer à pile ou face. Sauf que... Sauf que c'est totalement faux. La réponse, et elle est mathématiquement indiscutable, c'est qu'il faut absolument changer de porte. Ah oui, En changeant, on ne passe pas à 50% de chance de gagner. On passe de une chance sur 3 à 2 chances sur 3. 2 chances sur 3. On double ses chances de gagner. On double littéralement ses chances de repartir avec la voiture. Attends, ça, il faut le détailler. Comment l'acte du présentateur peut-il transférer des probabilités d'une porte à l'autre? C'est ça qui est bizarre. C'est l'élément clé. Le présentateur n'ouvre pas une porte au hasard. Son choix est contraint. Il sait où est la voiture. Il sait où est la voiture et il est obligé de nous montrer une chèvre. Alors, reprenons. Au départ, en choisissant la porte 1, on avait une chance sur 3 de tomber juste. D'accord, ça c'est la base. Ce qui signifie, et c'est ça le plus important, qu'on avait 2 chances sur 3 de tomber sur une chèvre. Ok. Maintenant, imaginons le scénario où on a choisi une chèvre au départ, ce qui arrive 2 fois sur 3. On a choisi la porte 1 qui cache une chèvre. Le présentateur, lui, ne peut pas ouvrir notre porte, ni celle de la voiture. Il n'a plus qu'un seul choix possible. Exactement, il est obligé d'ouvrir l'autre porte qui cache une chèvre. Ce qui veut dire que la dernière porte fermée, celle qu'on ne nous a pas proposée, est donc forcément celle de la voiture. Ah, je vois. Du coup, dans les 2 cas sur 3 où on avait tort au départ, changer nous fait gagner à coup sûr. Ah oui. C'est l'action du présentateur qui concentre les 2/3 de probabilité de s'être trompé au début sur la seule porte qui reste. C'est brillant et complètement contre-intuitif. Tellement contre-intuitif que l'anecdote sur le mathématicien Paul Erdős est incroyable. On parle quand même d'un des esprits les plus prolifiques du XXe siècle. Ah oui, qu'est-ce qu'il a dit?
Quand on lui a présenté le problème et la solution, il a catégoriquement refusé d'y croire. Il a dit « c'est impossible ». Incroyable. On a dû lui montrer des centaines de simulations par ordinateur qui montraient que les gens qui changeaient gagnaient 2 fois plus souvent, pour qu'il admette enfin, à contre-cœur, que les maths avaient raison. Waouh, ça montre bien à quel point notre cerveau est câblé à l'envers sur ces sujets. C'est ça. Donc, on voit bien que ce ne sont pas juste des jeux de proba, en fait. Ce qui se cache derrière, c'est une question plus profonde. Comment on met à jour ce qu'on croit savoir quand on reçoit une nouvelle information? C'est ça le fil rouge. C'est exactement ça. Et quand on quitte le monde des jeux télévisés pour celui de la vie réelle, où les enjeux ne sont plus une voiture, mais la liberté ou la vie d'une personne, se tromper dans cette mise à jour peut avoir des conséquences absolument tragiques. Et c'est ce qui nous amène à l'affaire Sally Clark. L'affaire Sally Clark, une histoire glaçante. Raconte-nous. On est au Royaume-Uni dans les années 90. Sally Clark est une avocate. Elle a un premier bébé qui meurt subitement à quelques semaines en 1996. Un drame terrible. 1 an plus tard, son deuxième enfant meurt de la même manière. Oh non. La police ouvre une enquête et elle est accusée du meurtre de ses 2 enfants. Le simple fait d'imaginer la situation est terrible. Mais sur quoi se base l'accusation? Il n'y avait pas de preuves matérielles, si? Non, et c'est là que ça devient crucial. Le témoin star de l'accusation est un pédiatre très renommé, Sir Roy Meadow. Et à la barre, il sort un chiffre massu. Lequel? Il explique que la probabilité qu'un bébé meure du syndrome de la mort subite du nourrisson est d'environ 1 sur 8500. Et donc, il dit que la probabilité que ça arrive 2 fois par pure malchance dans la même famille, eh bien c'est 1 sur 8500 multiplié par 1 sur 8500, Ce qui fait... environ une chance sur 73 millions. Attends, mais c'est terrible. Face à un chiffre pareil, une chance sur 73 millions, n'importe quel juré se dit... C'est impossible que ce soit une coïncidence, donc elle est coupable. C'est exactement ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'on peut se tromper à ce point avec un outil qui a l'air si objectif qu'une probabilité? C'est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle le sophisme du procureur. Le tribunal, les jurés, les médias, tout le monde est tombé dans le panneau. Ils ont confondu 2 questions qui n'ont en fait rien à voir. C'est-à-dire? La première question, c'est quelle est la probabilité d'observer cette preuve, les 2 morts naturelles, en partant du principe que la mère est innocente? Et la réponse à ça, c'est extrêmement faible, ce fameux 1 sur 73 millions. D'accord, c'est la probabilité de l'événement lui-même. Oui, mais la vraie question, la seule qui compte dans un tribunal, c'est la deuxième. Quelle est la probabilité que la mère soit innocente, sachant que l'on a observé cette preuve? Ah, ce n'est pas du tout la même chose. Absolument pas. La rareté d'un événement n'est pas une preuve de culpabilité. Pour bien faire les choses, il aurait fallu comparer la probabilité de ce scénario très rare de mort naturelle avec la probabilité de l'autre scénario possible, un double meurtre par la mère. Et un double meurtre, c'est aussi un événement rarissime. Exactement. On compare une chose rarissime avec une autre chose rarissime. Et des calculs faits plus tard par des statisticiens ont montré que, même si c'est un événement incroyablement rare, la double mort naturelle restait 5 à 10 fois plus probable que le double meurtre. 5 à 10 fois plus probable. Oui. Et en plus, le chiffre de 1 sur 73 millions était faux. Il ne prenait pas en compte les facteurs génétiques ou environnementaux. Mais surtout, il était utilisé pour répondre à la mauvaise question. Et la conclusion de cette histoire? La conclusion est tragique. Sally Clark a été condamnée. Elle a passé plusieurs années en prison. Elle a finalement été innocentée en appel bien des années plus tard, une fois l'erreur statistique reconnue. Mais le mal était fait. Sa vie était brisée. Elle est morte quelques années après sa libération. Et l'ironie la plus cruelle, c'est que cette affaire a créé une telle méfiance que, en 2010, un juge britannique a formellement interdit l'usage du raisonnement de Bayésien dans les tribunaux. C'est une blague. Pas du tout, il a interdit l'outil même qui aurait permis d'éviter cette erreur judiciaire. C'est incroyable. On a donc vu des énigmes, une erreur judiciaire terrible. On sent bien qu'il y a un fil rouge, un outil commun qui aurait permis d'éviter de se planter à chaque fois. J'imagine que c'est là qu'on arrive enfin à ce fameux théorème de Bayès. On y est. C'est l'outil qui permet de faire ces mises à jour de croyances de manière correcte et rigoureuse. D'accord, alors essayons de le rendre concret. Sortons des maths pures. Prenons un exemple médical, celui du livre sur le test de dépistage pour Ebola. Très bon exemple. Imaginez le scénario. On revient de voyage, on a un peu de fièvre, par précaution on fait un test. Et il revient positif. C'est la panique. Forcément. Le médecin nous dit
le test est fiable, il n'y a que 10% de faux positifs. C'est-à-dire que sur 100 personnes saines, seules 10 seront déclarées positives à tort. Est-ce qu'il faut commencer à rédiger son testament? Non, et c'est là que Bayez remet de l'ordre dans nos émotions. La formule combine plusieurs informations. Le premier ingrédient, et c'est celui que notre cerveau oublie systématiquement, c'est ce que les statisticiens appellent le prior. La probabilité a priori. C'est ça. En gros, c'est juste du bon sens. Quelle est la plausibilité de base de l'événement avant même de regarder les nouvelles preuves? C'est-à-dire, dans notre cas, quelle est la probabilité d'avoir Ebola en premier lieu? Quasi nulle. C'est une maladie hyper rare même si on revient de voyage. Exactement. C'est le point de départ que notre cerveau ignore complètement. Disons pour l'exemple qu'il y a une chance sur 10 000 d'avoir contracté la maladie. D'accord. Le deuxième ingrédient, c'est la nouvelle preuve, le résultat du test et sa fiabilité. Le fameux 10% de faux positifs. Donc 90% de fiabilité pour les personnes saines. Voilà. La formule de Bayes n'est rien d'autre qu'une machine à combiner rigoureusement ces deux informations, la rareté extrême de la maladie et le résultat du test. Et ce qui est fascinant, c'est que la rareté pèse beaucoup, beaucoup plus lourd que notre intuition ne le pense. Et donc, concrètement, si on fait le calcul, ça donne quoi? Le résultat est spectaculaire. Même avec ce test positif, la probabilité d'être vraiment malade passe de 1 sur 10 000 à peut-être 1 sur 1000. Ah oui, quand même. C'est plus élevé, certes. Le test nous a donné une information, mais ça veut dire qu'il y a encore 99,9% de chances que ce soit une fausse alerte. Ça change complètement la perspective, non? Complètement? C'est fou. En fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau est obsédé par la nouveauté, par le drame, le résultat positif du test, au point d'oublier la réalité de base, le contexte. Hmm, Le contexte qui est « cette maladie n'existe quasiment pas ». Le bayésianisme, si je comprends bien, c'est une méthode pour forcer notre cerveau à respecter la réalité avant de s'emballer. c'est une excellente façon de le résumer. C'est une discipline de l'esprit. Et cette idée de discipline de l'esprit, j'imagine que c'est ça que l'auteur, Lenoing Yang, appelle une philosophie de la connaissance. Ce n'est pas juste un calcul. C'est exactement l'idée centrale du bayésianisme. La connaissance, dans cette optique, n'est plus une affaire binaire, tu vois, c'est vrai ou c'est faux. D'accord. C'est une question de degré de confiance qu'on peut représenter par une probabilité entre 0 et 1. 0 signifie j'ai la certitude absolue que c'est faux et 1, j'ai la certitude absolue que c'est vrai. Et toutes nos connaissances se situent quelque part entre les deux. Donc c'est une vision du savoir beaucoup plus nuancée, en permanence en évolution. Oui, on part tous avec des croyances initiales, nos fameux priors. Elles peuvent être basées sur l'intuition, l'éducation, l'expérience. Elles sont subjectives, mais à partir de là, le processus se veut rigoureux et rationnel. Comment ça? À chaque fois qu'on rencontre une nouvelle donnée, une nouvelle preuve, on utilise le théorème de Bayes, on met à jour notre degré de confiance. C'est un processus d'apprentissage continu. Donc il s'agit moins d'avoir raison à un instant T que d'avoir un processus fiable pour devenir de moins en moins tort avec le temps. Parfaitement résumé. C'est ce qui amène à la fameuse citation du statisticien George Box. Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. J'adore cette phrase. Le bayésianisme ne prétend pas nous donner accès à la vérité absolue avec un grand V. Il nous donne un cadre, une méthode pour déterminer quels modèles du monde, quelles théories sont les plus utiles au vu des informations dont on dispose. Ce qui est très différent de la vision plus classique de la science, qui chercherait des lois immuables, objectives. Très différent. Le bayésianisme accepte la subjectivité de notre point de départ, mais il impose une objectivité totale dans la manière de faire évoluer nos croyances. Ce qu'on a exploré est assez vertigineux quand on y pense. On est parti de petits casse-têtes qui montrent que notre intuition est un très mauvais guide en matière de proba. C'est le moins qu'on puisse dire. On a vu qu'une erreur de raisonnement de ce type pouvait envoyer une innocente en prison, et on arrive à la conclusion que l'outil qui corrige ça, le théorème de Bayes, est en fait une proposition pour une toute nouvelle manière de concevoir ce que savoir veut dire. Et pour laisser matière à réflexion, il y a une dernière idée fascinante dans le livre. L'auteur pousse le raisonnement jusqu'au bout. Il dit qu'être rationnel, fondamentalement, c'est appliquer le théorème de Bayes. D'accord. Mais il ajoute une nuance de taille en citant les travaux d'un chercheur nommé Ray Solomonoff. Solomonoff a décrit la forme la plus pure, la plus idéale du raisonnement bayésien, une sorte de rationalité ultime. Et alors? Et alors, cette forme parfaite de la rationalité est mathématiquement incalculable. Comment ça? Incalculable?
Pas juste difficile ou longue à calculer, littéralement impossible à exécuter même pour le plus puissant supercalculateur qu'on pourrait imaginer. Attends, ça veut dire que l'esprit parfaitement rationnel est un idéal théorique, mais qu'il est physiquement impossible à atteindre? C'est exactement ça. La rationalité parfaite est hors de portée. Et c'est la question qu'on peut laisser en suspens. Si la pensée juste, dans son essence la plus pure, est mathématiquement inaccessible, qu'est-ce que ça signifie pour notre quête de savoir? Sommes-nous condamnés à n'utiliser pour toujours que des approximations, des ombres imparfaites, d'un idéal de pensée que nous ne pourrons jamais vraiment atteindre?